Bonjour tout le monde et bonne journée mondiale de l'eau. Bienvenue aussi aux célébrations virtuelles de cette journée importante. Nous sommes très heureux de partager avec vous que peu importe où vous êtes aujourd'hui. Alors on est en direct de Canmore, Alberta, et c'est le laboratoire pour l'eau. Nous avons des conférenciers de Calgary, Winnipeg, de France et de la Suède. Et bon nombre de participants aussi proviennent de partout dans le monde. Mon nom, c'est Stephanie Murray et je suis spécialiste de connaissances Global Water Futures à partir de l'Université de la Saskatchewan. Pour quelques-uns d'entre nous qui sont peut-être nouveaux aussi au travail de Global Water Futures, je vais vous présenter rapidement. C'est un programme, c'est le plus grand programme de recherche universitaire en partenariat avec l'Université de Saskatchewan, l'Université de Waterloo, McMaster et Fort Laurier. Et nous sommes rendus à 7 ans de programme pour faire avancer la science requise pour mieux prévoir, se préparer et gérer aussi l'avenir de l'eau dans ces risques qui augmentent toujours des changements climatiques. En travaillant aussi avec les praticiens au niveau du gouvernement, l'industrie, les sociétés civiles et les communautés autochtones, nous guident et nous permettent de mieux connecter la science, les preuves à des programmes de l'eau, les décisions et l'élaboration de politiques. Aujourd'hui, vous allez entendre des avancées du programme, surtout du Cold Water Laboratory dans les Rocheuses canadiennes, et c'est dans l'Ouest canadien, et dans d'autres régions aussi plus froides partout dans le monde. Avant de céder la parole à notre modérateur, ce qui va nous amener à des présentations de 90 minutes, des vidéos, des discussions qui vont se concentrer sur la valorisation de l'eau, surtout l'eau qui provient des montagnes. C'est le thème de cette année internationale, de cette journée internationale de l'eau. Je vais vous donner quelques petits items. Vous pouvez écouter aujourd'hui à la fois en français et en anglais en cliquant sur l'icône Interprétation sur la boîte à outils. Et aussi, les sous-titres sont disponibles en anglais et c'est aussi sur la barre à outils au bas de l'écran. Nous enregistrons dans les deux langues et nous partageons ces enregistrements après l'activité. Veuillez utiliser la fonction questions-réponses de la plateforme Zoom pour soumettre vos questions durant le webinaire. Et ensuite, nous les poserons à nos invités. Donc, j'aimerais maintenant présenter notre modérateur d'aujourd'hui, Bob Sender, et président de Global Water à l'université. C'est pour la santé et l'environnement de l'eau. Il est un écrivain accompli et aussi un conseiller politique et il s'engage à traduire les recherches, les résultats des recherches afin de pouvoir élaborer des politiques publiques qui sont à propos et vous donner l'occasion aussi de faire des changements. Bob, j'aimerais vous demander de commencer la discussion d'aujourd'hui. On vous entend, oui. On l'entend très clairement. Merci pour la belle présentation et merci aussi pour tout ce que vous avez fait pour faire en sorte que ça soit possible aussi, et conformément aux Nations unies, la déclaration aussi des droits de la personne pour les personnes autochtones. Je reconnais aussi que toutes les personnes contribuent à l'université et à la civilisation et à la culture, ce qui constitue aussi le patrimoine commun pour l'humanité. Et par ce patrimoine commun, je dirige mes remarques aujourd'hui et aussi pour notre journée internationale de l'eau. Et laissez-moi reconnaître que je vous offre cette présentation à partir de chez moi dans les Rocheuses, notre eau des montagnes s'écoule de 37 à partir des traités qui concernent 37 personnes. On a la tribu des pieds, il va les nommer, là, les pieds noirs, ainsi que les gens aussi de la nation de Cody. En plus de vivre dans le milieu de ces territoires ancestraux spectaculaires, nous sommes heureux aussi de vivre dans une communauté remarquable. Notre communauté est en train de choisir une nouvelle identité. J'espère que ça sera positif, non seulement par la compréhension écologique, mais aussi par tous les scientifiques et aussi dans la connaissance accrue de l'eau et du climat et des effets d'autoréguler nos systèmes
Et ce n'est pas seulement ici dans ces montagnes extraordinaires, mais aussi ailleurs, partout sur la Terre. Dans nos efforts d'établir notre identité, nous avons été très chanceux d'avoir la ville de Kenmore qui nous appuyait. Et nous avons même reçu beaucoup d'encouragement du maire qui appuie la recherche scientifique de ce qu'on fait dans cette communauté aujourd'hui. Notre maire est vraiment un champion aussi des connaissances scientifiques et de trouver des moyens pour assurer la durabilité sur les actions climatiques. Il nous a beaucoup aidé aussi à établir notre centre d'eau froide ici. Je suis très honorée de présenter le maire de Kenmore, John Borough. Merci, John. Merci beaucoup, Bob. Et dans les mots aussi de nos nations Sistoni. Bienvenue à tous et à tous. C'est vraiment un honneur de célébrer la Journée mondiale de l'eau et la Semaine mondiale de l'eau aussi, avec tous ceux qui prennent part à ce webinaire international. Je tiens à accueillir chaleureusement tous et chacun d'entre vous à cette troisième journée du printemps dans nos Rocheuses canadiennes. Je vous souhaite une très bonne journée mondiale de l'eau. Et Bob a mentionné aussi notre communauté, le soutien que nous leur donnons à la recherche scientifique. Et veuillez prendre note aussi que j'ai acquis une appréciation de l'importance de l'eau des montagnes il y a bon bout de temps. Et aussi, j'ai un intérêt aussi que Kenmore soit reconnu aussi comme un centre de recherche scientifique. Et nous avons une connexion avec l'Université de la Saskatchewan bien avant d'être élu maire. Et certains d'entre nous vont se rappeler Dr. Ron Burla. C'était un physicien qui travaillait avec le Centre de recherche en hydrologie nationale à partir de l'Université de la Saskatchewan. À Saskatoon, Dr. Burla a passé de nombreuses années ici, dans les années 80, à étudier la physique. Pendant 30 ans, ma femme et moi-même, on était voisins avec Ron et sa femme, Gretchen. Et bien sûr, nous sommes allés les connaître. Ils sont devenus nos amis. Je suis heureux que Ron et sa femme sont retraités et ils s'arrangent très bien. Dans sa présentation, Bob a mentionné que Kenmore est en train de réimaginer l'avenir de notre communauté en croissance, comme de bon nombre de communautés, plus grandes ou plus petites. Nous avons des difficultés, des problèmes avec la croissance, les changements climatiques et la durabilité. Ces défis demandent à nos résidents et visiteurs de reconsidérer de ce qui définit une ville montagnaise durable. À Kenmore, nous songeons activement à l'avenir. La ville change. Maintenant, c'est clair qu'en plus d'être un centre de tourisme, nous sommes en train de devenir un centre intellectuel d'excellence. Kenmore n'est non seulement une destination touristique pour les montagnes et apprécier les montagnes, mais c'est aussi un endroit qui attire des penseurs de haut calibre et dans divers domaines intellectuels et techniques. La transition que nous sommes en train de faire, c'est celle-ci. Des intellectuels bien formés et des professionnels bien formés apprennent à connaître Kenmore. Certains apprécient tellement qu'ils passent les fins de semaine ou des résidents à temps partiel. Et la prochaine étape, souvent, c'est qu'ils deviennent des résidents permanents de notre ville ou prennent leur retraite ici et ils contribuent, ils sont des citoyens qui contribuent à temps plein. Et nous avons une idée de comment Kenmore peut devenir attirant comme un centre intellectuel. Le Dr. Paul Moore de l'Université de Saskatchewan, enfin de notre ville, un centre de recherche pour comprendre l'hydrologie qui fait en sorte que les montagnes, que l'Ouest, les montagnes de l'Ouest sont un endroit unique à visiter et à vivre. Nous reconnaissons des occasions fantastiques qui s'ouvrent à nous de pouvoir commencer à bâtir à partir du capital intellectuel qui sont déjà dans la communauté et de créer une culture qui en harmonie avec la nature fantastique et les paysages, comme le programme au fur et à mesure que le Global Water Future transitionne vers Global Water Solution, nous
nous espérons avoir une présence de chercheurs universitaires en permanence à Canpore. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont en train de créer une nouvelle agence canadienne de l'eau. Et nous aimerions que cette agence continue le travail qui a été entamé ici avec des très belles rivières de l'Ouest aussi. En situant le centre de recherche ici dans cette vallée, où est-ce que nous comprenons et célébrons la valeur de l'eau des montagnes. Donc, laissons cette célébration commencer. Bonne journée mondiale de l'eau à toutes et à tous, peu importe où vous êtes dans le monde. Merci, Mayor Borman, c'est grandement apprécié. Et nous apprécions votre soutien. Il me fait plaisir de présenter un député du Manitoba qui a travaillé aussi, qui a fait ce que le maire Borman a fait pour nous aussi, pour à un autre niveau. Non seulement ce député a des décennies de compréhension des enjeux de l'eau au Canada et partout dans le monde, il est un politicien très efficace qui comprend et qui connaît et comprend le système. Et avec ses habiletés diplomatiques, fait en sorte que des changements peuvent se produire dans ce système. Maintenant, l'eau est une des priorités du gouvernement fédéral parce qu'avec son expérience et connaissances et la confiance que les ministres du cabinet ont ici, maintenant, il a été nommé secrétaire parlementaire qui est responsable de la création de l'Agence canadienne de l'eau. Et c'est un organisme que le Canada a besoin pour mieux réagir aux circonstances de l'eau au 21e siècle. Cet homme est très occupé et nous sommes très heureux de le compter parmi nous à ce webinaire. Maintenant, laissez-moi vous présenter Terry Duguid. Merci, Bob, et merci encore de cette présentation des plus généreuses. Et aussi, je retourne le compliment aussi. Et l'eau est une ressource naturelle qui est très précieuse pour nous. Et vous avez vraiment été un défenseur, une personne avec beaucoup de connaissances pour faire avancer notre pays sur la gestion de l'eau et la protection de l'eau. Merci pour tout ce que vous faites et d'être l'hôte, maître de cérémonie pour notre activité durant la Journée mondiale de l'eau. Et le maire Borman, avec ses mots très inspirants, maintenant, j'aimerais embarquer sur l'avion et me rendre à Canmore, un des plus beaux endroits sur Terre. Et c'est vraiment c'est l'entrée des montagnes rocheuses. Et j'espère, lorsque les autorités de la santé publique nous diront que c'est bien de le faire, bon après-midi, bon matin. Et je suis très heureux de vous joindre à partir du traité 1. C'est le territoire de la nation Métis à Winnipeg, au Manitoba. C'était 10 degrés Celsius. Ça prend un hiver long et difficile. Maintenant, je vous souhaite tout le monde, à tous et chacun ici sur le forum, une très bonne journée mondiale de l'eau. Et alors qu'on continue à vivre dans des moments, des périodes difficiles, bon nombre d'entre nous, d'une façon individuelle, collectivement, nous reconnaissons que la pandémie a été un moment charnière dans notre histoire. Nous voyons des occasions aussi, des désirs collectifs de sortir de cette pandémie améliorée et de pouvoir récupérer avec des ambitions durables. Aujourd'hui, je suis heureux de célébrer la Journée mondiale de l'eau avec vous. Et ce thème de cette année, c'est valoriser l'eau et ça sensibilise les gens à l'importance de l'eau. Et je n'ai pas besoin non plus de vous le rappeler, ceux qui font partie du forum, que l'eau, c'est un des 17 engagements que nous avons fait pour l'agenda 2023. Partout dans le monde, les changements climatiques posent des problèmes très graves pour la durabilité aussi. On a des problèmes, les sécheresses, la pénurie d'eau, ces inondations. Comme gouvernement, nous continuons de prendre des mesures pour les changements climatiques et nous voulons renforcer les plans climatiques, de préserver la nature, de protéger nos eaux, c'est vraiment des piliers importants de notre mandat. Lorsque nous parlons de la valorisation de l'eau, c'est de reconnaître
qu'il est essentiel d'avoir de l'eau qui est sécure pour la santé et le mieux-être des gens de l'économie. Au Canada, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes un pays riche en eau et parfois l'accès à de l'eau potable est plus difficile on a des problèmes au niveau systémique. Nous reconnaissons les défis importants pour les communautés des Premières Nations et le gouvernement s'est engagé à nouveau d'avoir d'investir pour avoir de l'eau potable sur les réserves aussi. C'est la nature de notre paysage et pour contribuer avec la gestion de l'eau douce, les défis varient d'une région à l'autre et vraiment pouvoir les régler aussi, il faut passer à travers de plusieurs juridictions et nous avons besoin d'une approche collaborative. C'est pour ça que le gouvernement du Canada va de l'avant avec la création de l'Agence canadienne de l'eau. Une agence canadienne de l'eau est une occasion fantastique pour une plus grande collaboration au Canada pour protéger et gérer nos ressources d'eau douce de façon durable. Le gouvernement de Canada ne s'embarque pas non plus sur des changements législatifs ou réglementaires en établissant l'Agence canadienne de l'eau. L'intention de cette agence est de travailler en collaboration, et je tiens à le souligner, en collaboration avec les gouvernements et les juridictions du gouvernement. Nous savons que c'est un autre moyen, d'autres possibilités pour un dialogue constructif entre le gouvernement fédéral et les Autochtones et nous reconnaissons le leadership et les connexions que les Autochtones ont avec l'eau et leur système de connaissances peut jouer aussi un rôle important dans la décision sur prise de l'eau. Et le gouvernement canadien s'engage à travailler en collaboration avec les Premières Nations. Et c'est pour avoir notre eau soit bien gérée, propre, et nous venons de terminer nos consultations et notre papier de discussion pour la création d'une agence canadienne de l'eau. Et nous avons rencontré de nombreux organismes, des intervenants, y compris les provinces et territoires, et nous continuons notre engagement avec des représentants nationaux des Autochtones, des partenaires de traité et aussi des nations autochtones qui s'autogouvernent. Et c'est pour ça. Lorsqu'on parle du rôle possible de l'agence, nous avons entendu différentes perspectives et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la consultation. Je tiens à remercier particulièrement, bien sûr, notre maître de cérémonie, Bob Sedford, John Pomeroy, Stephanie Merrill, et aussi toutes les bonnes personnes de Global Water Future pour leur leadership sur la recherche de l'eau, leur soutien pour avancer pour établir une agence canadienne de l'eau et commanditer cette activité. Et pour tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui, nous aide à bâtir une économie plus forte et plus durable pour nous et les générations à venir. Et j'ai bien hâte aux discussions et d'entendre les recommandations et aussi de ce forum. Juste pour conclure aujourd'hui, lors de la Journée mondiale de l'eau, nous avons vraiment l'occasion à propos pour réfléchir sur la signification de l'eau pour nous, en considérant les différents moyens que les avantages de l'eau, nous pouvons mieux comprendre aussi sa valeur et comment mieux prendre soin de l'eau. Et en faisant ceci, je suis très optimiste pour un meilleur avenir de l'eau partout dans le monde. Merci. Et Bob, merci, secrétaire parlementaire. Nous sommes reconnaissants que vous étiez capable de vous connecter aussi avec le... Merci encore pour tout ce que vous faites. Et comme secrétaire parlementaire, le prochain conférencier est connu aussi dans la communauté des sciences de l'eau. Et il est juste de dire que John connaît probablement autant sur l'eau des montagnes que quiconque dans le pays et partout dans le monde. Ses crédentiels, son travail, la reconnaissance qu'il a reçue pour son travail sont trop nombreux pour les nommer ici. Là. On peut dire que Dr. Pomeroy aussi, c'est vraiment l'architecte de Global Water Future. Et il a fait des initiatives de recherche partout dans le monde. Maintenant, Dr. Pomeroy, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Bob. Et je tiens à remercier aussi son honneur le maire, M. Borman, et le député aussi, secrétaire parlementaire pour l'Agence canadienne de l'eau. Et aussi, j'appuie votre leadership à propos de ceci. L'Agence canadienne de l'eau, ça serait une façon que le Canada pourrait célébrer la Journée mondiale de l'eau par le travail que cette agence va faire partout dans le monde. Je suis très heureux
qu'il y a des soutiens pour vraiment amener ceci de l'avant. Et aussi pour Canmore partout dans le monde, nous voulons contribuer au meilleur de nos capacités afin de faire en sorte que le Canada soit un pays qui conserve ses ressources et aussi de pouvoir devenir un modèle international pour l'eau douce. Maintenant, je vais vous montrer quelques diapos et je vais présenter aussi, faire quelques remarques aussi. Bon, ici. Bon, j'espère que vous voyez la diapo. Pour ce qui est aussi de la Journée mondiale de l'eau de Canmore, maintenant, nous allons quelque chose aussi. La Journée mondiale de l'eau aussi, c'est valoriser l'eau, c'est valoriser les gens. Et la première chose que j'aimerais dire aussi avec tristesse, nous avons perdu deux personnes fantastiques au cours des dernières semaines. Un, c'est Dr. Adam Winstrel. C'est un scientifique climatique et de l'eau qui a travaillé avec nous en Alberta et au Canada pour de nombreuses années. Il y a une photo ici à gauche, au Yukon, à Wolf Creek. Et bien sûr, il travaillait à ce moment-là avec le ministère de l'Agriculture des États-Unis. Il faisait partie aussi d'une collaboration internationale. Et plus récemment, il travaillait avec le Swiss Snow Institute. Ça, c'était en Suisse. Et il a fait de nombreux progrès pour compiler des données sur la neige aussi et les inondations en terrain montagneux. Et nous avons perdu un grand ami ici. Nous avons aussi perdu David Schindler, et c'est probablement un des plus grands scientifiques canadiens de l'eau. Il a obtenu de nombreux prix internationaux et il avait fait des recherches pour sauvegarder les lacs au nord du Canada. Il a fait des études aussi sur l'acidification des lacs et récemment, il travaille en Alberta d'apporter les montagnes qu'on avait aussi avec la rivière Athabasca dans le nord avec et les parallèles aussi avec les changements climatiques dans l'approvisionnement en eau. Il est décédé à quelques semaines des deux hommes fantastiques qui nous manqueront grandement. Bon, après, maintenant, nous allons à quelque chose d'un peu plus joyeux. Bienvenue à la région et de la monde aussi de l'Université de la Saskatchewan, le laboratoire Coldwater à Canmore, en Alberta. Ici, nous sommes là depuis 2009. Ça fait 12 ans. C'est une présence universitaire à Canmore et nous sommes là pour faire avancer la science et la compréhension et nous le faisons en faisant des observations, en testant des technologies de dépistage et ensuite, et on se concentre aussi sur les rivières et les bassins partout dans le monde, là, et ensuite, on organise des réunions nationales et internationales. Nous écrivons des documents, des centaines, et ensuite des livres et des journaux internationaux. Nous enseignons des cours de niveau universitaire deuxième cycle en biologie. Et il y en a qui ont suivi ces cours-là avec nous, mais sans avoir mis les pieds à Canmore. Et ce sont nous qui dirigeons le programme Global Water Future, le plus grand programme universitaire. C'est à partir de Canmore. Et maintenant, nous communiquons avec le reste dans le monde, avec des solutions globales pour l'eau dans une période d'incertitude. Vous pouvez ici visiter le laboratoire. Voici un petit vidéo là, qui me fait visiter notre laboratoire. Et ça, moi, je suis Caroline. Mon nom, c'est Jean. Daniel Nadeau. Il se nomme. Mon nom, Lisa Arnall. Lindsay Lang. Je suis chercheur adjoint pour le centre d'hydrologie et j'aime faire voler des drones. Et mes recherches portent sur les arbres et comment ils utilisent l'eau. Ma recherche est la modélisation hydrologique pour les bassins. J'étudie les effets de la végétation sur les tendances de neige. Je vois comment les conditions de neige qui fondent aussi et les ressources. J'utilise l'hydrologie des régions froides et je fais de la modélisation. Et je dis comment les plantes modifient l'eau et le climat
J'étudie l'éco-hydrologie dans la Kananaskis et dans cette région. Là, je ne peux pas l'entendre. Et pour tout le travail. C'est comprendre aussi les éléments de base adaptés. Et j'utilise mon art aussi pour des sujets scientifiques. Et je ne peux pas l'entendre aussi. Je suis un technicien de recherche pour le laboratoire Coldwater. J'utilise des données sur l'eau. J'utilise des données satellites pour comprendre l'hydrologie. Je suis basé au laboratoire Coldwater pour comprendre aussi J'utilise des modèles de prochaine génération. Wow. Je souris parce que je ne les ai pas vus depuis un an et bon nombre d'entre eux. Mais c'est ce qui est chose aussi qui travaille à propos du laboratoire Coldwater à partir de l'Université de la Saskatchewan. Et quelle équipe fantastique que nous avons. Ici, nous sommes tous avec le programme de Global Water Future. C'est vraiment de mettre le Canada comme un chef global de la science de l'eau dans les régions froides aussi, de vraiment se pencher sur les besoins stratégiques de l'économie canadienne. Comment est-ce qu'on peut mieux se préparer pour gérer les avenirs de l'eau pendant en présence d'un climat changement et aussi d'une économie en développement et des sociétés qui changent constamment. Et depuis des années aussi, il y a des universités, il y a 64 projets, 4 équipes provenant de 18 universités qui travaillent sur ces composantes critiques pour trouver des solutions aux problèmes de l'eau au Canada et ailleurs dans le monde. Et c'est vraiment d'améliorer des avertissements en cas de désastre. Ça a été inspiré par le désastre qui a affecté Canmore à la fin juin 2013. Et ça, c'était l'inondation qu'on a appelée l'inondation de Calgary. Et c'est devenu le désastre naturel le plus coûteux de l'histoire canadienne. Et nous voulons améliorer les avertissements aussi pour les désastres. On veut aussi prédire l'avenir de l'eau aussi, la qualité, la gestion et l'impact sur l'économie, la relation avec la société, les Premières Nations et pour tous les Canadiens. Et d'informer aussi l'utilisation de l'eau, comment est-ce qu'ils pourraient mieux s'adapter au changement de l'approvisionnement en eau, comment est-ce qu'ils peuvent gérer le risque de façon équitable dans des conditions qui changent constamment du Canada qui passe non seulement d'un pays avec des vastes quantités d'eau douce, mais avec une crise de l'eau aussi en soi. Donc, si on peut résoudre ça, on peut devenir un modèle pour le reste du monde. Dans la région des montagnes, nous avons un bon nombre de choses. Et c'est des observations intégrées, des prévisions intégrées en haute montagne. Donc, nous montrons comment est-ce que ça peut se produire ici avec nos stations d'observation à Marmot Creek dans les années 60 et ici avec LIDAR en 2007 aussi. Ça, on a utilisé des modèles à résolution élevée et ensuite, ici, on a d'autres modèles de modèles que je vais vous parler de ce qu'on a fait aussi. Maintenant, on a des modèles les plus avancés partout au monde et comment est-ce qu'on peut prédire les avalanches, des choses comme ça, ce qui est très important pour cette région. Ici, parfois, nous sommes ici, parfois c'est ensoleillé, il fait beau, mais parfois c'est des conditions plus difficiles ou des grands vents. Mais nous avons 35 stations partout dans les Rocheuses qui mesurent aussi que ce soit la neige, la météorologie, toutes ces choses-là aussi, et qui sont offertes au public. C'est vraiment une mine pour les scientifiques dans les montagnes. Et des choses aussi, lorsqu'on parle des vols LiDAR, aussi des drones, on est capable d'avoir ces cartes de haute résolution de végétation qui sont partout dans la région des montagnes. Et on peut prendre aussi différentes recherches, par exemple, comme Marmot Creek aussi, qui a une historique d'une 50aine d'années, et l'utiliser aussi pour comprendre notre compréhension et de l'intégrer dans des modèles. Et bien sûr, on peut examiner des problèmes que nous avons avec la quantité de la perte de neige aussi sur les montagnes. Et à la fin du siècle aussi, on parle peut-être d'une perte de 84 mm
c'est quand même aussi substantiel pour le ruisseau Marmot aussi. On peut voir aussi le flux des températures plus élevées, les plus grandes précipitations. Il y a des pics aussi que nous voyons. Nous avons aussi étendu ces modèles-là à la rivière Bow à Banff. Ici, vous voyez le flux aussi qui est plus grand, mais d'ici la fin du siècle, certains des plus, et on aura des pics les plus élevés et aussi ce qui est le plus bas aussi. Ce qui est perturbant, nous travaillons aussi comment mieux prévoir le flux et aussi de prévoir la quantité de neige qui se trouve au sol. Et le modèle que vous voyez ici, c'est avec des données avec différents partenaires et ça montre que nous pouvons simuler la quantité de neige sur les montagnes élevées. Ça n'a jamais été fait d'une façon à l'échelle. Donc, maintenant, nous le faisons à l'échelle des Rocheuses. Nous avons de la neige des avalanches et aussi des vents variables. Et toutes ces variables-là sont incluses dans le modèle. Et je vais vous le montrer aussi, c'est essentiel afin de pouvoir développer des simulations qui correspondent avec ce que nous mesurons de façon très prudente, avec des mesures aussi qui sont faites à partir de l'air. Si on ne l'inclut pas ici, on a ensuite le bleu aussi, que c'est très peu précis. C'est ce qu'on voit, c'est un peu répandu. Ici, je inclus les modèles qui a été élaboré avec Environnement Canada, qui peut simuler l'inondation de 2013 mieux qu'auparavant. Maintenant, on a différents ruisseaux et ça fait partie des simulations de nos modèles. Ici, le ruisseau Creek, dans cette région-là. Une fois, ça, c'est ceux-là qu'il faut quand même garder un œil là-dessus. Il va être inclus dans le programme de prévision nationale des inondations. Je pense que le message qu'on peut avoir un impact sur les changements transformatifs à partir de Kenmore, nous l'avons démontré aux visiteurs que nous avons eus, on a pu le démontrer avec nos initiatives aussi des organisations météorologiques, l'agence UNA à Genève et à d'autres pays dans le monde. Et nous voulons prendre des valeurs aussi de l'eau des montagnes et d'aider à faire avancer la cause. Maintenant, je vais terminer ici. Et maintenant, je tiens à présenter le prochain conférencier d'une perspective canadienne. Carol Aubrey est une étudiante au doctorat basée à Kenmore et qui travaille aussi sur les glaciers des montagnes. Elle a préparé une vidéo. Elle a de nombreux talents ainsi qu'elle a différentes habiletés. Elle est professeure à l'INP Pietanero. Docteur Pietanero est un président de la recherche à l'Université de Calgary pour les changements climatiques et les systèmes de gestion de l'eau. Il est directeur général aussi pour Environnement Canada pour les programmes de l'eau. Il coordonne les programmes de modélisation pour Global Water Future. Je vous cède la parole à vous deux. Merci beaucoup et on continue. Merci, John. Et je vais partager mon écran. Je vais présenter des diapos ici. Bon, maintenant, vous devriez voir mon écran aussi. Et je vais parler des glaciers. Et là, comment ils disparaissent, c'est l'impact sur les ressources en eau. Et en demeurant aussi à Kenmore et aussi à la vallée Bow, là, on voit des glaciers souvent aussi. On va faire des promenades. Donc, il y a un impact aussi sur beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus loin de nous. Ici, les glaciers sont en train de diminuer. Il y a 2 photos, une centaine aussi du glacier Athabasca, et qui n'est pas tellement loin de Kenmore, à peu près 2 heures de trajet. Et on peut voir aussi, il n'a pas seulement rétréci, il a changé complètement aussi. C'est l'équivalent peut-être de terrain de stationnement aussi. La plupart des glaciers partout dans le monde aussi. Ils changent aussi le paysage, mais ce n'est pas seulement, ça ne se produit pas seulement ici sur une période qui s'échelonne à long terme. Les changements des glaciers peuvent arriver beaucoup plus rapidement. Par exemple, le glacier Peyto, ça c'est c'est là où est-ce que porte ma recherche. Au cours des 10 dernières années, le glacier s'est seulement retiré, qu'il y a maintenant, ça forme un lac, ce qui fait en sorte que l'accès est plus difficile pour se rendre au glacier. Et probablement, la prochaine fois, il faudra s'y rendre en bateau. Ces changements-là se produisent d'une année à l'autre lorsqu'on va visiter ces sites, et même plus rapidement que ça.
ils se produisent sur une base annuelle. Là, par exemple, je vous montre ici deux photos qu'on a obtenues d'un drone. Là. Ça, c'est du glacier Peyto, un pris en 2019 et l'autre en 2020. Ici, en rouge, on peut voir des changements assez prononcés. On a comme des genres de trous là, qui se sont ouverts aussi. Et en plus de ça aussi, comme ce qu'on appelle l'orteil du glacier aussi a diminué. Là. Je veux dire, simplement, seulement en été, on ne sait pas comment de temps avant que ça s'effondre parce que ça change très rapidement. Et nous espérons être capables de surveiller ces changements-là aussi assez rapidement. Cependant, de ma compréhension des glaciers, ils sont importants non seulement parce qu'ils sont beaux et qu'ensuite on les aime bien et qu'on peut aller les voir, mais on a aussi des impacts qui sont beaucoup à plus grande échelle sur les ressources de l'eau, de pouvoir aller faire du canot aussi sur un beau lac bleu dans les rocheuses, dans les prairies aussi pour l'irrigation, ou de l'eau aussi dans les villes, ou même aussi l'énergie hydroélectrique. C'est pour ça que c'est très important, les glaciers, pour de nombreux usages de l'eau. Mais qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui produit aussi ailleurs dans le monde, ça impacte les montagnes. Les glaciers dans les montagnes ne vivent pas dans une bulle. Ils ne sont pas loin de tout ce qui se passe. Par exemple, ce qu'on voit aussi partout dans le monde, l'augmentation des feux de forêt qui se produit, ça a un impact sur les glaciers en raison de la fumée. Lorsqu'on a des feux de forêt, comme qu'on a en Californie, par exemple, la fumée se déplace jusqu'aux Rocheuses canadiennes. Et ici, on le voit sur la photo. Et la fumée peut déposer des particules sur la surface du glacier. Et ça fait en sorte que la surface devient plus foncée. Donc, elle devient comme un genre de brun plutôt que gris. Et ça augmente aussi la fonte à la surface du glacier. Et avec cette fonte-là qu'on voit un peu partout dans les montagnes et dans les rocheuses canadiennes, nous attendons, comme la communauté, là, ce n'est pas seulement mon travail, mais la communauté scientifique, que les glaciers de l'Ouest du Canada pourraient presque tous disparaître, 85% d'ici la fin du siècle. Et fondamentalement, ça ne va pas seulement modifier notre paysage, mais ça aura un impact important sur les ressources en eau. Par exemple, le glacier Peyto, le travail qu'on a fait pour que la retraite du glacier pourrait causer une réduction du flux de 53% pendant l'été et même plus tôt dans l'année. Et ça aura un impact sur les ruisseaux aussi, l'habitat du poisson aussi pour les loisirs et pour aussi un bon nombre d'utilisations. En général, je tiens à mettre l'accent que les glaciers sont importants pour de nombreux utilisateurs, pas seulement pour nous qui demeurent près, mais aussi pour les gens qui demeurent aussi plus loin. Là. Mais les glaciers des montagnes subissent ces impacts du changement climatique plus d'une façon. Ce n'est pas seulement parce que la température se réchauffe qu'ils fondent, mais c'est aussi de d'autres processus, par exemple comme les feux de forêt. Et ensuite, la retraite des glaciers aura un impact sur nos rivières. Et c'est vraiment important aussi de pouvoir les étudier et de les comprendre afin de prévoir les changements et nous adapter. C'était vraiment une brève présentation sur les glaciers. Maintenant, je vais céder la parole à mon collègue. Merci. Et merci pour la présentation. Bon, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Merci, Caroline, pour présenter le sujet. Et bien sûr, toute l'eau commence vraiment, c'est à partir de l'eau dans les montagnes. Et ensuite, c'est très important pour tous les intervenants aussi qui se trouvent en amont. Juste pour vous donner une idée ici, c'est Saskatchewan. On a fait des études là, qui
qui examine les impacts des changements climatiques sur ces bassins-là. Nous avons commencé en haut à partir des Rocheuses, comme vous le connaissez. Mais ce qui vient plus difficile avec ces bassins-là, c'est qu'il y a beaucoup aussi des problèmes avec l'irrigation en Alberta, Saskatchewan, des usages municipaux. De comprendre aussi là, cette zone tampon de l'eau aussi concernant avec les changements climatiques et aussi les besoins humains qui sont là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut tenter de comprendre. Depuis 2006, on examine ce problème-là, on a discuté avec différentes personnes et nous améliorons constamment notre modèle pour essayer de répondre à ces questions qui peuvent être assez difficiles. Un des modèles qu'on utilise chez Global Water Futures, c'est le cadre de travail de modélisation MESH et c'est conçu avec Environnement Canada et c'est vraiment le cheval de travail pour les efforts à grande échelle. Nous allons passer à des modèles de prochaine génération. Essentiellement, ça fait ça répond à nos besoins pour comprendre le changement climatique. Surtout, et c'est basé aussi à partir de la structure RCM. Et aussi avec l'hydrologie, ça représente des prairies et des montagnes. Et ça inclut aussi des éléments comme les glaciers. C'est vraiment un modèle régional pour l'hydrologie de l'eau, ce qui s'applique quand même à ce qu'on examine. Simplement, rapidement, nous avons examiné aussi des changements climatiques aussi. On a fait différents scénarios à partir de 1979 jusqu'à 2100. Et nous avons démontré aussi certains des résultats qui proviennent de ces modèles-là. Et avec la gestion de l'eau aussi, on comprend des systèmes d'irrigation en Saskatchewan, en Alberta, avec les RCM. Et nous comprenons, nous incluons aussi des glaciers dans le modèle, mais il y a des choses aussi pour baser le travail. Ça nous donne une idée un peu de ce qui se passe. Et vous voyez le petit changement aussi là, avec comment ça c'est, les pics au niveau de l'écoulement. Et vous voyez aussi les pics, les changements en général. Et ici, lorsqu'on le divise en chiffres, voici les chiffres qu'on est arrivé avec dans différents systèmes. Donc, c'est une période de 27. Donc, on voit aussi sur une base annuelle, c'est une augmentation de 15 sur l'écoulement aussi dans la rivière Oldman. Ici, on n'a pas encore ajusté ce qui est pour les glaciers. Les glaciers aussi vraiment sont en train de se rétrécir. Donc, ça va être inclus dans les modèles et on travaille là-dessus actuellement. Et on veut régler aussi d'autres petites choses sur le modèle. C'est ce qu'on est arrivé comme solution jusqu'à date. Ce sont nos résultats. Et les résultats sont financés sous peu. Juste un résumé, basé sur ce qui est sorti aussi du CGCM, là, avec 15 mentons aussi, on indique que des conditions moyennes plus humides dans le SSRB vont augmenter le flux moyen de l'eau de la période 2070. On va aller plus en détail. On veut voir vraiment aussi différents RCM, là, si on veut faire ça. Et il faut aussi régler le problème des glaciers. Et une autre chose qu'on a faite au cours des prochains mois, si on va faire plus d'évaluation des résultats, mais ça vous donne une idée de ce que nous faisons et comment nous le faisons. Ceci étant dit, maintenant, je vais céder la parole à prochain conférencier. Merci, Al. Et le prochain, j'aimerais vous présenter Dr. Louise Arnall. C'est une qui fait des prévisions des inondations avec Global Water Future du Royaume-Uni dans ce contexte-là. Elle est la curatrice de la galerie de l'eau aussi. Bon, Louise, nous vous cédons la parole. Bonjour. Merci beaucoup, John. Merci pour cette présentation et merci de m'avoir invité ici. Je partage mon écran. J'espère que vous pourrez voir ma présentation. Comme John m'a présenté aussi, j'aimerais parler
à propos des arts et donner une perspective artistique à toutes les conférences qu'on a entendues qui étaient fantastiques. J'aimerais parler aussi de la galerie virtuelle sur l'eau qui a commencé à l'automne 2020 et j'aimerais aussi reconnaître que ma co-curatrice, c'est Martin Clark, Stacy Demersker et John Permel qui vient toujours de me présenter. Ce projet pilote, c'est quoi? C'est un espace pour les artistes, les experts de l'eau, les gardeurs de connaissances et la population pour explorer les défis associés à l'eau. Le mot-clé, c'est virtuel. Et nous croyons que durant cette période plus difficile, en temps de pandémie avec la distanciation physique, qu'on on recherche de connexions humaines et d'avoir accès à des centres culturels comme les galeries et les musées. C'est très important. Maintenant, nous voulions offrir un espace dans le monde virtuel pour que tout le monde puisse se connecter et avoir aussi des connexions humaines. Et ceux qui participent à ce projet-là, nous avons 12 artistes, 16 experts en eau et gardeurs de connaissances. Et à droite, vous pouvez voir aussi tous les artistes qui participent, soit ici qui travaillent sur le terrain ou ailleurs. Ces artistes, ces experts en eau ou bien des gardiens de connaissances sont des experts dans les défis de l'eau dans différentes écorégions canadiennes et les bassins de rivières. Ça comprend l'Arctique, les montagnes, les forêts boréales, les prairies, les terres agricoles, les lacs, les rivières et bien sûr les communautés qui habitent dans ces écorégions. La galerie aussi aura 4 projets externes de sciences et d'art de l'eau. Et ça déjà en cours. Et à droite, vous pouvez voir aussi notre nouvelle identité visuelle, aussi notre nouveau logo, juste derrière nous. Merci de l'Université de Saskatchewan d'avoir aidé à la conception du logo. Ici, c'est un aperçu du travail en art qui a été créé avec les artistes en collaboration avec des experts en eau et les gardiens de connaissances. Vous êtes les premières personnes à le voir. Je suis très heureux de partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez voir une très belle diversité pour ce qui est des médias utilisés par les artistes, ainsi que la représentation de différents paysages qui sont démontrés, différentes histoires qui est derrière ces paysages-là, ces paysages de l'eau. Et j'aimerais mentionner aussi à gauche, en haut, c'est le Canadien aussi, c'est l'artiste en résidence avec Global Water Future. Il participe à cette initiative fantastique il a fait une peinture aussi du glacier Peyto. Si vous aimeriez en voir plus de ces artistes-là et des experts de l'eau et ces gardiens de connaissances, nous allons lancer le lancement aura lieu sous peu et c'est la promotion pour le lancement. J'aimerais de vous laisser savoir que le lancement aura lieu le 29 avril de cette année et vous pouvez vous inscrire au lien ici globalwaterfuture.ca et Stephanie Burrell va aussi partager un lien que vous pouvez vous y rendre si vous voulez vous inscrire à ce lancement fantastique et vous joindre à nous pour entendre les histoires derrière la création de cette pièce d'art et la collaboration entre les artistes et les experts en eau et les gardiens de connaissances. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Oui, si je peux, j'aimerais vous remercier tous aussi de démontrer collectivement la profondeur de vos connaissances dans l'eau et nous apprécions grandement. Au cours des 7 dernières années, ça a quand même c'était mon honneur d'offrir une journée mondiale de l'eau au nom de l'Institut sur l'environnement et l'eau aussi, là, des Nations unies. Et cette année, c'est encore plus important avec Dr. Nusha, qui est vraiment une experte reconnue sur l'hydrologie. Dr. Martin Clark aussi va présenter à la dernière session avec le rôle du Canada pour ce qui est aussi... c'est le 28e anniversaire de la Journée mondiale de l'eau. Ce jour-là, chaque année, les Nations unies portent l'attention du monde sur l'importance de l'eau. Et le thème pour cette année, c'est valoriser l'eau. Nous voulons que tout le monde, partout dans le monde, est-ce que nous ayons aussi d'avoir de l'approvisionnement sûr de nos propres et des services aussi d'assainissement que nous tenons pour acquis.
Et ici, l'eau des montagnes, c'est précieux parce que cette eau est vraiment une source pour des milliards de gens aussi. On veut s'assurer qu'aucun pays n'est mis de côté pour comprendre l'importance de l'intendance sensible de l'eau dans des conditions climatiques en constant changement. Et ce n'est pas seulement à propos pour les pays en voie de développement. Peu importe où vous vivez, la présence ou l'absence de l'eau va devenir aussi une préoccupation sérieuse. Mais une crise mondiale de l'eau est imminente de nombreuses raisons. D'abord, la population augmente, donc la demande pour l'eau va augmenter aussi. Et il faut maintenant aussi cultiver plus d'aliments. Donc, ça requiert encore plus des plus grandes quantités d'eau. Ensuite, l'industrie des activités, ça devient aussi de moins en moins prévisible en raison aussi de l'atmosphère et la Journée mondiale de l'eau, c'est une journée où est-ce que toute la communauté de l'eau peut être fière. Elle est fière de ce qu'elle fait aussi pour faire du monde un monde meilleur, de réfléchir sur la valeur, pas seulement de l'eau, mais la valeur de notre travail. Les fondements de notre travail commencent par la science. Ça fait en sorte que le commandement de la science peut se réduire à de dire la vérité, de se tenir debout pour toute l'humanité, les climats et pour les générations à venir. Une bonne science, ce n'est pas seulement non plus partager des connaissances, mais c'est vraiment fort lorsqu'on veut voir aussi la vérité. Mais maintenant, nous savons que la science moderne, ce n'est pas seulement le seul moyen de savoir. Les connaissances scientifiques vont nous permettre aussi de se rendre au bout des choses. Mais et aussi pour tout, c'est vraiment de savoir ce que l'humanité dans ces moments plus dangereux pendant notre histoire. Et il faut vraiment être ensemble, il faut vraiment se joindre, de rassembler les Autochtones et les gens de connaissances locaux et de travailler ensemble. C'est une présence qui dépend aussi beaucoup de l'eau, toute notre présence. Et ensuite, l'eau devient très importante. Ici, le risque le plus imminent, c'est qu'on a une version aussi altérée de ce qu'on avait avant la pandémie, ce qui serait vraiment un désastre qui nous amènerait au prochain désastre. Et nos intérêts aussi, ce n'est pas seulement de recréer le monde que nous avions avant, mais plutôt créer le monde que nous voulons et le monde dont on a besoin. Et où est-ce qu'on veut vraiment avoir des conditions de vie aussi qui sont durables pour l'avenir. Et il y a certainement un sentiment d'urgence qu'il faut changer la direction que nous allons prendre afin de s'assurer qu'on ne vient pas aussi près de dépasser le seuil d'effondrement de la société dans un contexte de valoriser l'eau adéquatement, ce qui signifie qu'il faut non seulement de mieux construire, mais c'est de ramener peut-être de revenir à un modèle beaucoup plus bleu avec création de l'Agence canadienne de l'eau pourrait probablement prévoir aussi se pencher sur les défis au niveau de l'eau et des bons modèles comme le cadre de travail de l'Union européenne existent pour nous guider et de se mettre les pendules à l'heure. Nous aurons l'expertise et les processus partout ailleurs dans le monde. Et à l'échelle domestique, l'eau, c'est vraiment un levier important pour arriver au développement durable. Et durant cette journée mondiale de l'eau, c'est vraiment important d'attirer l'attention sur l'équité au niveau de l'eau et surtout l'équité des genres partout dans le monde. Lorsqu'on revient en 2015, avant le CSTG, qu'on était, Wallace et moi-même, on a fait un sondage près de 10 pays afin d'évaluer la capacité nationale et les besoins et nous avons dit que le Canada aussi comprend l'eau, les technologies, les industries qui sont des éléments clés pour régler la crise de l'eau. Mais ils peuvent aussi appuyer d'autres pays en voie de développement. Le Canada peut se réinventer à l'échelle mondiale en utilisant ce qu'on sait pour la gestion de l'eau comme un véhicule aussi pour améliorer les restances et prendre notre expertise et la gouvernance de l'eau et un développement international. Par l'eau, le Canada peut créer l'occasion de créer un cercle virtuel à l'échelle nationale et internationale et ensuite d'avoir et de bâtir notre réputation de gardien de la paix.
Et nous voulons aussi savoir que parmi les communautés, on a renouvelé aussi pour un développement durable de l'eau au Canada. Et vous pouvez voir vous pouvez trouver toute cette information sur le site web qui sera affiché aussi sur la boîte conversée. Et nous croyons qu'on a besoin d'une nouvelle histoire, une qui inclut le respect pour le reste de la vie avec lequel nous partageons cette planète et sa présence aussi. Et avec les systèmes aussi qui font en sorte que notre présence est possible. Et à partir de cette histoire-là, il faut créer un nouveau sentiment de temps et d'inclure aussi les générations à venir. La Journée mondiale de l'eau aussi nous donne un forum et tout le monde dans le pays peut contribuer aussi à cette histoire-là. La Journée mondiale de l'eau nous rappelle que nous avons de nouveaux développements aussi et de même accélérer aussi comment les cycles climatiques. Il faut lister aussi toutes les natures qu'ils font. Et il y a vraiment un énorme pouvoir. Où est-ce que nous demeurons et pour avoir un changement, affecter le changement aussi, de savoir où est-ce que nous en sommes maintenant et à l'avenir. Et pour conclure, je tiens à vous dire que nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons surmonter cette pandémie et aussi nous vivons dans un des endroits aussi dans le monde qu'on peut encore se permettre de le faire avec l'eau des montagnes. Ce que ça nous dit, c'est de créer genre un sentiment d'espoir, c'est de travailler ensemble. Et ensuite, nous avons besoin de façon urgente d'avoir peut-être d'une autre lumière aussi, mais on a besoin d'un genre de renaissance aussi. Et nous devons faire partie de la renaissance. Nous devons un meilleur monde serait possible, mais pour créer ce monde-là, il faut faire participer aussi tous nos jeunes aussi qui sont courageux. Nous devons investir dans eux et d'utiliser l'enthousiasme et l'énergie de la prochaine génération et son espoir pour l'avenir. C'est un moment de transformation, pas seulement pour ceux aussi qui se soucient de l'eau et du climat, mais pour tous ceux d'entre nous qui se soucient de l'avenir. Merci. Et pour continuer, une des choses les plus remarquables de Global Water Future et du laboratoire Coldwater et de calibre et des scientifiques de calibre partout dans le monde qui demeurent ici. Ils font des recherches vraiment avec l'eau des montagnes, la neige. Le docteur Martin Clark est professeur en hydrologie avec l'Université de Saskatchewan et directeur adjoint du Centre d'hydrologie au laboratoire Coldwater de Kenmore et aussi pour la Geophysical Union des États-Unis. Et Dr. Palmer on a pu l'attirer ici là, à Kenmore. Bon, là, je vous cède la parole, docteur professeur Martin Clark. Okay. Thank you, Bob. Merci, Bob. Et vraiment, ça a été très bien de travailler aussi avec les scientifiques de Global Water Future, de faire avancer la science. Nous célébrons la Journée mondiale de l'eau et qui sont vraiment l'apex hydrologique aussi de l'Amérique du Nord. Et ça, on appuie, ils aident à la vie aussi de nos cousins dans le Sud et nos frères et sœurs aussi de la côte ouest, la Tabasca et le Mackenzie offre de l'eau potable aussi. Et celles de Saskatchewan aussi vont dans les appuis aussi ailleurs au Canada. Et notre eau des montagnes a vraiment une grande valeur partout sur le continent nord-américain. Au Canada, nous sommes bénis d'avoir, c'est ce qui est fascinant aussi. On a des changements scientifiques ici. Ici, on a de la neige, des avalanches aussi qui affectent aussi la variabilité de la présence de la neige sur les montagnes. On a la variabilité de la neige aussi, là. Et aussi, on a aussi les dynamiques aussi des régions non qui ne contribuent pas aussi partout dans les prairies. Et les lacs aussi sont vraiment des caractéristiques importantes du climat canadien.
ils ont un impact sur l'habitat des poissons, l'écologie aussi, les changements de la végétation, les maladies dans les forêts ou bien les feux de forêt. Et l'hydrologie canadienne est tellement intéressante. Et lorsque la question aussi, c'est simplement qu'est-ce qui arrive à l'eau lorsqu'il pleut, qu'est-ce qui se produit? Ici, les défis scientifiques nous tordent un peu le bras d'avoir des solutions d'ordinateur aussi. Comment est-ce qu'on peut efficacement peut-être inclure de la formation des sources de données pour prédire les précipitations dans différentes régions? Comment est-ce qu'on peut caractériser l'incertitude de ces précipitations un peu partout sur le continent? Comment est-ce qu'on peut développer une intelligence spéciale pour améliorer notre représentant de modèles de ces paysages? Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur l'efficacité et la précision des modèles? Comment est-ce qu'on peut inclure la formatisation aussi des ressources? Comment est-ce qu'on peut développer aussi la prochaine génération de combiner différentes avancées aussi des développements partout dans le monde? L'animation aussi à droite, en bas, on voit aussi toutes ces capacités-là. Ça montre des simulations, des ruisseaux aussi à partir du bassin de la rivière Mackenzie. Ça donne des capacités qui sont utilisées pour simuler aussi les composantes pour les différents systèmes, la sécurité de l'eau, l'évaluation et aussi les prévisions d'inondation. La capacité qu'on a développée au Canada s'applique aussi à l'échelle internationale. Ici, Global Water Future, c'est vraiment les prévisions planétaires au niveau de l'eau. Le premier, c'est vraiment de développer une infrastructure informatisée pour de prévision. Et deuxième, c'est vraiment aussi d'inclure les données. Ici, cette initiative mondiale donne l'occasion au Canada de développer une collaboration internationale qui permet aussi d'utiliser toutes les compétences canadiennes pour la prévision sur l'eau. Et aussi, je vais vous donner quelques exemples du travail que nous faisons aussi. Le premier exemple, ça montre notre travail pour développer les données globales aussi, les estimés de précipitation. Ici, dans chacune, nous voyons les animations. On a aussi la réalité et les prévisions. Le prochain exemple que je veux partager avec vous va illustrer des défis au niveau de l'informatisation. Ça montre aussi la vitesse au fur et à mesure qu'on avance avec de plus en plus de processus. Montre des exemples aussi, le globe à gauche et la rivière, le bassin de la rivière Mississippi. Ici, là, on voit en bas, on voit aussi le nombre de processus qu'on a utilisés pour la computation de l'accès. Et aussi, on a aussi la ligne droite. Ça illustre aussi le Mississippi et ça montre aussi avec ces modèles-là. Nous continuons d'utiliser ces modèles de computation aussi dans notre recherche. Et pour conclure, nous célébrons la Journée mondiale de l'eau. Nous pouvons profiter de l'occasion pour réfléchir sur qui nous sommes et qui nous voulons devenir et ensuite de trouver notre vision pour l'avenir. J'aimerais qu'on peut développer une collaboration multinationale forte et pour élaborer un modèle unifié et aussi de faire avancer la science. Nous reconnaissons que différents modèles, de groupes de modélisation, différents modèles, qui ont besoin d'avoir différents modèles, mais tous les groupes de modélisation aussi ont des problèmes au niveau de l'accumulation de données. Je trouve personnellement qu'on passe plus de temps à parler et partager. Nous allons à des conférences, on est au podium et nous expliquons, voici ce que j'ai créé. On ne passe pas assez de temps, mes amis, à partager des codes informatiques et des concepts de modélisation partout pour les groupes de modélisation. Le partage, ça comprend aussi de peut-être réviser notre approche. Et ensuite, il faut comprendre comment mettre en place une nouvelle capacité aussi sur différentes plateformes. Si on repense notre modèle d'approche aussi, en s'assurant que notre capacité d'importation s'applique. Et nous pouvons aussi on peut peut-être travailler sur différents modèles. On peut créer aussi des capacités qui seront véritablement exceptionnelles, qui vont révolutionner la production et de partager aussi nos capacités de computation et ensuite de bâtir une communauté où est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres, réorganiser aussi ces approches-là
Et avec une pratique aussi, ça peut, et avec nos capacités de computation, et ensuite nous permettre d'être ce qu'on a. J'ai très hâte à l'avenir. Je suis d'accord avec mes collègues aussi lorsqu'on parle de la transformation. Je suis heureux aussi du soutien de nos municipalités locales et je suis très heureux de la formation de l'Agence canadienne de l'eau et j'espère de pouvoir aider avec la modélisation hydrologique. Donc, je vais arrêter ici. Et à mesure que nous avançons, je tiens à présenter Dr. Beredarm, Dr. Beredarm, c'est la directrice aussi de la recherche en hydrologie. Elle fait l'Institut à Norrköping. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé en Suède, oui. Elle est la coordinatrice aussi des grands projets européens qui se penchent surtout sur la planification stratégique. Son expertise, c'est la modélisation hydrologique, la prévision hydrologique, l'évaluation aussi des impacts hydrologiques en raison des changements climatiques, la gestion de l'eau et la détérioration de la qualité de l'eau et l'élaboration aussi des changements climatiques pour le secteur de l'eau. Barrett aussi, la présidente élue de l'Association internationale de la science d'hydrologie. Barrett, bon, que je vous laisse parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une très belle présentation. Je suis très honorée d'être ici. Comme vous pouvez voir cette fois, je suis aussi une amatrice de Canmore. J'ai pu la visiter juste avant la pandémie, heureusement. La science pour la société, c'était le titre qu'on m'a donné. Et ce matin, je me suis réveillée devant un communiqué de presse aussi. Ça, c'est le World Meteorological Association. Et ça dit que 60% des États avaient un déclin au niveau de la surveillance de l'eau pour les ressources. Et ça 50% des États ont l'assurance de qualité pour les données de l'eau. Et 40% des pays partout dans le monde ont des systèmes de prévision, pas de prévision, mais d'avertissement des inondations. Lorsqu'on parle des buts du développement durable, nous pouvons tous comprendre que ça ne va pas dans la bonne direction, pas la façon dont c'est maintenant. Ils disent aussi que dans 129 pays, ils n'ont pas de gestion intégrée de l'eau et seulement 22 pays ont une collaboration transfrontalière. Donc, je pense, comme communauté scientifique, nous pouvons contribuer pour faire avancer aider à ces situations-là. Parce que nous sommes l'avenir pour les ressources en eau. C'est quelque chose aussi qu'il faut trouver ensemble. Et à l'heure actuelle, c'est quoi l'avenir des ressources en eau? Et maintenant, on a des rapports du IPCC et je pense que ça serait une bonne façon pour la communauté mondiale de travailler ensemble. Et par exemple, comme on le dit aussi, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas laisser. Ce n'est pas quelque chose qui devrait faire tous les 6 ans. C'est quelque chose qu'il faudrait faire sur une base continue. Il faudrait travailler de plus près ensemble, collaborer entre nos centres de recherche. Dans le rapport du IPCC, nous allons voir aussi l'état global, les prédictions faites par les modèles climatiques. Donc, on va aussi montrer des modèles régionaux de climat qui sont beaucoup plus détaillés, des modèles dynamiques, mais il y aura aussi beaucoup d'intérêt, des choses intéressantes aussi sur la modélisation d'impact hydrologique. Qu'est-ce qu'on peut prévenir pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on verra dans le climat futur? En faisant cette analyse, c'est beaucoup de travail pour nous aussi, de la communauté hydrologique, parce qu'il faut tenir compte des différents scénarios d'émissions, différents prospects aussi, comment est-ce que les émissions de gaz à effet de serre seront à l'avenir. Il faut aussi tenir compte de tout un éventail de changements climatiques. Il n'y a pas de modèle qui est parfait, ils sont tous différents. Ils ont tous leurs désavantages et leurs avantages. Mais donc, il faut avoir beaucoup de modèles et ensuite, ils sont transformés en des modèles climatiques régionaux et il faut les examiner aussi, une variété. Et il devrait toujours avoir un ajustement raison du biais parce qu'un modèle hydrologique, habituellement, il faut avoir
des données qui ressemblent un peu à ce qu'on peut surveiller parce que c'est comme ça nos modèles sont établis. Donc, on a besoin d'un ajustement pour le biais. Et ensuite, on a besoin de la modélisation hydrologique. Il faut que ça ait lieu. Donc, il y a une grande chaîne de production simplement pour mettre des résultats en place, avoir des modèles hydrologiques. Mais avec toutes ces étapes-là, tous ces changements de production, il y a différentes incertitudes qu'il faut tenir compte pour le résultat final. Et ensuite, on transforme nos séries, les modèles hydrologiques, en différence, en des variances statistiques, indicateurs, des index. Comment comprendre les changements qui vont avoir lieu. Et il faut les présenter à des utilisateurs, des gens qui élaborent des politiques et de le faire de façon qu'ils peuvent le comprendre. Et aussi, il faut inclure des incertitudes. C'est un très grand défi aussi pour communiquer à l'avenir. Je pense que la communication, c'est une tâche majeure à l'avenir pour les futurs scientifiques. Nous avons aussi le modèle hydrologique mondial. C'est les prévisions hydrologiques pour l'environnement. Ça, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Et vous pouvez voir ici les descriptions, les résultats dans le site web ici, le hypeweb.smhi.ca. Lorsqu'on fait ce type de cet exercice de modélisation, de voir à quoi les ressources hydrologiques pourraient ressembler. Et il y a différentes façons de communiquer et de livrer nos données à différents utilisateurs. À droite, vous pouvez voir ici l'information sur l'eau. Ça, c'est seulement un service où est-ce que les gens peuvent voir les résultats et d'avoir aussi un très bref aperçu là, dans un rapport précis pour des sites précis. Et nous aussi des estimations pour les incertitudes. Et à droite, Pana, ça c'est vraiment, c'est un très bon outil. À gauche, là, le carreau à gauche, c'est le modèle Copernicus, le service climatique Copernicus. Ici, vous pouvez avoir accès à beaucoup de données, mais aussi une boîte à outils où est-ce que vous êtes capable de traiter les données vous-même. Si vous pouvez utiliser, vous pouvez faire vos propres, utiliser leur ordinateur aussi pour traiter toutes les données disponibles. Il y a aussi des projets de démonstration, comme vous pouvez le voir ici au Canada. Et vous avez participé dans un des projets pilotes. C'était la solution aux menaces de l'eau au Canada. Et ici, vous pouviez voir à propos du travail qui était fait au Canada. Maintenant, je pense des modèles mondiaux. Barrett, vous avez eu une minute. Dis-oui, qu'elle arrive finie. Par exemple, comment comprendre ces données-là à l'échelle locale? Je prends un exemple ici d'une nation qui s'appelle Santa Lucia, c'est dans les Caraïbes. C'est un pays aussi qui est entre différentes grilles. Dans notre modèle mondial aussi, puis il n'y a pas d'observation aussi qui est disponible à l'échelle mondiale. Mais en fait, en réalité, ils ont 2 stations météorologiques, ils ont 5 stations hydrologiques et ils ont 52 autres stations dans leur pays. Ici, vous devez prenez ces modèles-là, vous pouvez extraire aussi une partie du travail et vous pouvez élaborer à l'échelle locale et la calibrer, ces modèles-là, et ensuite inclure vos propres données. Et vous auriez un modèle national. Je pense que c'est l'avenir. Il faut partager, parce que comme vous l'avez mentionné auparavant, certains pays sont plus avancés que d'autres et il y a beaucoup. Et c'est à l'échelle mondiale, mais nous avons besoin de la formation pour pouvoir aider des pays qui sont désavantagés financièrement au monde. Je pense que c'est une façon de résoudre le problème. Il faut collaborer. Merci beaucoup. Merci, Barrett. C'est fantastique. Et nous l'apprécions grandement.
Oui, qui aurait aidé aussi 18 mois passés, là, mais Eneo Mishrit, c'est la chef de section pour ça, c'est un programme hydrologique, la division aussi des sciences de l'eau à l'UNESCO à Paris. Il est responsable aussi pour coordonner aussi les activités mondiales, les extrêmes et les changements climatiques, et son expérience comprend de nombreuses études de recherche internationales, compris l'éducation, monter les capacités des programmes de coopération dans le domaine de l'hydrologie et les ressources en eau et les politiques d'adaptation en Asie, en Amérique latine, les Caraïbes, les pays arabes et en Europe. Merci, Annie, de vous joindre à nous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Bonne journée mondiale de l'eau. Comme vous le savez, il y a quelques heures aussi, l'UNESCO, au nom des Nations unies, a lancé aussi un programme de développement de l'eau et ça souligne vraiment aussi l'état actuel et les défis à la valorisation de l'eau dans différents secteurs et perspectives. Ce rapport vient tout juste d'être lancé il y a quelques heures et c'est disponible sur le site de l'UNESCO. Ici, on a toutes les agences. Et c'est quoi la valeur de l'eau? Et selon le rapport, la valeur de l'eau, valoriser les ressources de l'eau aussi, la valorisation de l'eau, c'est l'utilisation et aussi l'approvisionnement, valoriser les services de l'eau, surtout pour l'eau potable, l'assainissement de l'eau et la santé humaine. On a aussi, l'eau a aussi un impact sur les activités socio-économiques et la valorisation de l'eau, point de vue social, ça comprend aussi les attributs au point de vue sociétal, spirituel et de loisirs. Ici, la valorisation de l'eau. Ici, le défi fondamental, et comme les conférenciers antérieurs ont dit, c'est du projet de Global Water and More, c'est le développement de capacité aussi, mais c'est la dissémination des données. C'est inclure les données aussi, comment capitaliser sur les développements récents avec les réseaux, y compris aussi la science citoyenne et des médias sociaux. Puis c'est très important aussi, John en a parlé. C'est important de façon stratégique pour reconnaître aussi le rôle unique en plus des connaissances académiques et d'étendre la science citoyenne afin de valider les données, d'obtenir de meilleures évaluations. Mais et avec ce développement de l'eau, l'eau a de nombreuses valeurs et maintenant, ça varie aussi. Et ça vérifie les dimensions, de reconnaître les valeurs multiples de l'eau, les incorporer, c'est d'élaborer des processus, c'est essentiel pour la gestion de l'eau. Et il a aussi mentionné aussi les objectifs de développement durable. L'UNESCO, avec le programme scientifique hydrologique, on est membre depuis 55 ans. C'est la phase aussi, c'est conçu pour la sécurité de l'eau. Nous passons aussi 9 IHP aussi. C'est la science aussi pour assurer l'avenir de l'eau dans un environnement changement. Donc, on a des organismes culturels scientifiques qui vont faire la promotion de la science, recherche et innovation, et aussi de pouvoir combler les écarts au niveau des connaissances et d'éducation. Je vois une occasion aussi là, de proposer une proposition entre l'Agence canadienne de l'eau, l'UNESCO, et comme le secrétaire parlementaire a souligné l'importance de développer l'Agence canadienne de l'eau et avoir des discussions aussi avec Global Water Future pour élaborer notre protocole d'entente entre Water Futures et l'UNESCO pour d'établir l'agenda international de recherche, d'avoir des mandats, de pouvoir et de comprendre aussi l'équilibre au niveau de l'eau mondiale, d'avoir des modèles planétaires
et aussi les enjeux autochtones pour l'eau, l'éducation et pouvoir bâtir les capacités et des discussions scientifiques et sur les politiques au niveau le plus élevé. C'est vraiment d'avoir des présentations scientifiques. Il y a certainement des occasions pour vraiment disséminer tous ces travaux scientifiques-là partout dans le monde. Et l'UNESCO encourage le Canada de travailler avec l'UNESCO afin qu'on puisse joindre différents endroits dans le monde. Et un peut-être des projets avec la modélisation des glaciers et de la neige, je tiens à réfléchir lorsqu'on parle d'équilibre mondial de l'eau, et maintenant qui est fait en UNESCO dans les années 60 et 70, mais grosso modo, maintenant, les scénarios aussi soulignent clairement, les scénarios de modélisation, il faut réviser cet équilibre-là de l'eau, qu'on ait vraiment, faut vraiment voir quels sont les systèmes, les apports des grands systèmes riverains. Je pense que l'UNESCO a des possibilités aussi de revoir ces points-là. Là. Et nous n'avons pas non plus un système adéquat de surveillance. Peut-être que c'est le temps, et j'aimerais aussi encourager à la fois Global Water Future et l'Agence canadienne de l'eau de travailler avec l'UNESCO afin que ces informations-là peuvent être révisées et peuvent être distribuées partout dans le monde. Et certains des exemples aussi, si c'est fait adéquatement, nous pourrions aussi développer aussi avec, pour les glaciers, là, c'est avec un atlas. Il y a du travail similaire pour pouvoir identifier le travail avec UNESCO et le Global Water Future. On lance un projet, on a déjà une coopération avec Global Water Future dans l'évaluation des glaciers. Donc, il y a des grandes occasions dans le mandat de l'UNESCO ou bien avec Global Water Future pour aider d'autres pays. Avec la capacité scientifique de Global Water Future, peut-être que vous pourriez aider aussi à faire des recherches internationales en effectuant une étude de cas sur les changements climatiques et les sites patrimoniaux mondiaux. C'est l'année internationale d'année de la neige et de la glace, mais et ça doit être approuvé aussi par les Nations Unies. Donc, il y a de nombreuses possibilités que vous pouvez faire. On peut faire la promotion aussi des ressources de l'eau. Et finalement, tel que souligné aussi par le secrétaire parlementaire et le maire et Bob, c'est très important de voir les communautés. L'UNESCO aussi veut vraiment inclure les résultats scientifiques de la politique. Et comme on l'a dit, la communication scientifique et la science pour la société, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'occasions que le Canada pourrait donner la base de connaissances et ça pourrait vraiment se traduire dans les politiques et ça pourrait, mais à niveau national et international. Laissez-moi vous présenter, remercier tous nos conférenciers pour leur présentation très intéressante. Et merci aussi, docteur, de vous joindre de partout, de Suède, de Paris. Nous sommes reconnaissants des collaborations de l'UNESCO et les autres associations. John, est-ce que vous avez des commentaires? Maintenant, merci des discussions aussi de Martin Burton. C'était vraiment c'était précieux. Ça nous amène aussi beaucoup de choses qu'on doit faire au Canada. Il faut commencer en regardant à l'externe et vraiment de vraiment aussi faire notre travail comme un pays riche aussi qui a une grande expertise scientifique et d'aider le monde, de plus peut-être qu'on l'a fait auparavant. Ces atlas aussi sur la neige et la glace et l'équilibre de l'eau aussi sont vraiment datent de plusieurs années. Mais certains même comprennent des pays qui n'existent même plus. Le Canada aussi, c'est probablement le pays avec plus de neige et de glace aussi. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi faire preuve de plus grand leadership aussi pour l'eau
avec la coordination avec les provinces et aussi avec les affaires internationales et mondiales Canada. Là. Et c'est quelque chose que je pense aussi, il y a un rôle à le faire, mais il y a certainement aussi l'expertise pour le faire. Finalement, je tiens à dire que un petit groupe de chercheurs à Kenmore est prêt à aider. Nous essayons d'être les pionniers dans des nouveaux appareils pour mesurer la neige, le flux, mesurer aussi la neige sur des glaciers, les glaciers. Et je pense que ce sont des choses qui pourraient être exportées partout dans le monde, des choses qui peuvent aider l'UNESCO dans sa mission et d'aider des régions plus désavantagées dans le monde qui n'ont pas l'abondance d'eau que nous avons au Canada. Et en trouvant nos solutions, nous serons capables mais il faut aider le reste du monde aussi à trouver des solutions mondiales pour l'eau. Et c'est quelque chose auquel nous nous engageons. Merci beaucoup, Anil. Donc, il faut dire aussi que ça a été un webinaire remarquable. Nous avons quand même des scientifiques de renommée mondiale. Donc, nous voulons être capables de nous pencher aussi avec les défis au niveau climatique en travaillant ensemble. Et nous sommes dans un processus transformationnel. John, je vous cède la parole à nouveau. Merci, Bob. Et la dernière chose aussi, vous êtes vraiment la roche ou la pierre angulaire de la science de l'eau dans les Rocheuses. Finalement, quelque chose aussi, nous avons eu on a des très, très belles annonces aussi de partout de la province de Saskatchewan, en espérance aussi, et qui a offert aussi que l'Agence canadienne de l'eau soit basée à Regina, Saskatchewan, et Canmore aussi, avec les prévus. Lorsqu'il parlait de son institut d'hydrologie aussi, on peut le faire de nouveau aussi. C'était une bonne idée à ce moment-là. Là, et finalement, quelle activité qui s'en vient? Et une, c'est la réunion scientifique annuelle de Global Water Futures. C'est le 17 mai, c'est ouvert et ça va être sur le Zoom comme celui-ci. Mais il y aura des conférenciers fantastiques et des centaines d'affiches et des sessions coordonnées avec Global Water Futures. Ça pourrait être probablement une des plus grandes réunions scientifiques au Canada cette année. Et nous vous invitons tous à participer et finalement, lorsque la pandémie sera terminée, tout le monde qui veut venir nous voir à Canmore, nous allons vous amener et nous serons heureux de vous faire visiter une fois que nos restrictions de voyage soient ici. Merci à tous et à toutes. Thanks, Bob. Thank everybody for joining us today, all of our panelists and all of our Merci à tous nos panélistes et tous nos participants. Je vais partager les enregistrements aussi de l'activité d'aujourd'hui à tous ceux qui vous ont écrit. Et n'hésitez pas aussi à partager avec votre réseau. Et je tiens à terminer encore. Bonne journée mondiale de l'eau et j'espère que vous profiterez de l'occasion aussi avec ce qui reste de notre journée ici au Canada, au moins, de trouver aussi peut-être un ruisseau ou un lac. Peut-être que c'est encore gelé à certains endroits au Canada, mais de trouver quelque chose à réfléchir sur à quoi l'eau signifie pour vous. Et j'espère que vous aurez une bonne semaine. Merci. Merci.